Le ministère de l'économie, des finances et du plan à l'heure de la revue annuelle conjointe de l'année 2015. Cette présente édition se déroule dans un contexte particulier marqué par l'exécution du plan Sénégal émergent. L'état d'avancement de la mise en œuvre des politiques globales et sectorielles a occupé les discussions de ce matin. Cette revue est une pratique importante parce qu'elle permet de faire le suivi et évaluation de nos politiques publiques, de nos programmes et projets. Un cadre harmonisé a été créé avec un secrétariat conjoint. Ce secrétariat qui est un secrétariat technique dirigé par la Direction générale de la planification et des politiques économiques. Cette revue annuelle conjointe a permis d'identifier les failles dans l'exécution des politiques publiques, même s'il est vrai que des avancées importantes ont été notées dans ce domaine. L'idée, c'est d'arriver à une meilleure mise en œuvre de la stratégie de développement. On est en train d'améliorer la marge budgétaire. Le taux de croissance qui est projeté va aller aux environs à plus de 5% pour 2015. Et toutes les politiques qui sont en train d'être mises en œuvre dans le cadre du plan Sénégal émergent vont booster l'économie, créer davantage d'emplois et plus de richesses. Plus de 200 participants ont pris part à cette rencontre qui a réuni tous les acteurs de la vie économique et sociale. De fortes recommandations sont attendues à l'issue de cet atelier où 4 commissions sont chargées de mener les travaux avec une attention particulière portée aux principales réformes dans les domaines de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, de la santé, de l'éducation, de l'énergie, entre autres. Le train qui est en train d'être pris, vous avez vu au niveau de la vallée, en matière de production de riz, des records ont été enregistrés en 2014 et l'objectif sera atteint parce que toutes les conditions sont en train d'être réunies, d'être mises en œuvre pour que cet objectif puisse être atteint dans les meilleures situations. L'État du Sénégal veut favoriser l'appropriation du nouveau cadre juridique et institutionnel des partenariats publics-privés par les acteurs clés du secteur privé, de la société civile et des organes de presse publics et privés. L'atelier de partage coordonné par la Direction des finances et des partenariats publics-privés permettra aux participants de comprendre les motivations de la réforme des PPP et le processus de maturation de la loi PPP. Le but de cet atelier de vulgarisation, c'est effectivement de vulgariser la nouvelle loi relative au contrat de partenariat qui a été promulguée en février 2014, donc auprès de tous les acteurs concernés par cette question. Alors quand je dis acteurs concernés par cette question, c'est le secteur privé, c'est la société civile, c'est les organes de presse. On a senti ce besoin de communiquer sur cette loi. Une synthèse des innovations de la loi 2014-09, 29 février 2014, relative au contrat de partenariat a aussi été faite. L'idée est de s'approprier les innovations et de maîtriser les nouveaux cadres juridiques et institutionnels de la nouvelle loi. C'est une loi qui introduit dans notre corpus juridique des innovations très importantes par rapport au cadre juridique qu'on avait jusque-là, et il est important de pouvoir communiquer sur tout cela de façon à ce que les populations, de manière générale, puissent avoir une meilleure compréhension de cet outil qui sécurise les finances, les ressources de l'État, de cet outil qui promeut donc le secteur privé sénégalais, et de cet outil également qui renforce la gouvernance des contrats de partenariat. Les participants auront une bonne connaissance de l'outil PPP et des processus de passation. L'État du Sénégal a engagé un long processus de revue du cadre juridique et institutionnel des PPP qui s'est poursuivi dans une démarche participative et qui a abouti à l'adoption puis à la promulgation le 20 février 2015 de la loi relative au contrat de partenariat qui ouvre de nouvelles perspectives de développement des PPP. Plus
Les résultats de l'étude sur l'évaluation des coûts de services de la protection de l'enfant au Sénégal ont été restitués ce jeudi à Dakar. Ces résultats de recherche visent à contribuer à une meilleure maîtrise de la planification des ressources qui iront directement à la prise en charge de l'enfant. Il s'agit également d'évaluer les coûts directs de services de protection offerts par différents intervenants au niveau local. Cette étude-là était nécessaire pour avoir une idée des coûts des services de protection. Maintenant, cette étude a été menée du point de vue de la méthodologie dans 2 départements qui nous servent un peu de laboratoire dans le processus de la stratégie nationale. C'est le département de Guédiawaye et le département de Kolda. Le manque de ressources et de financement dirigés exclusivement à la protection de l'enfant noté auparavant dans les recherches antérieures effectuées a permis de savoir combien coûte la protection d'un enfant au Sénégal. L'un des gaps les plus saillants qui a été signalé, c'était la faiblesse des allocations de ressources. Mais cette faiblesse des allocations de ressources s'expliquait par un peu la faiblesse un peu de la capacité des acteurs à renseigner les coûts directs des services de protection. À Guédiawaye et à Kolda, le coût total pour la prise en charge d'un enfant est considérable. Nous prenons un département comme Kolda, le coût du paquet de services de prise en charge, par exemple, pour un enfant est de 221 000, je crois. Alors qu'à Guédiawaye, ce coût est à 208 000. Alors, pour un enfant qui est pris en charge, c'est-à-dire depuis l'écoute de l'enfant, sa réinsertion sociale jusqu'à sa réinsertion et son suivi au niveau donc, de la médiation familiale, son suivi jusqu'à la famille. Cette étape sera un pas décisif pour les autorités et les acteurs sénégalais dans la prise en charge de la protection de l'enfant. Pékin Nord, banlieue dakaroise. Ici, les préparatifs n'augurent pas une rentrée scolaire effective à une semaine de l'ouverture des classes. À l'école Iliman Diagne, la cour et les salles de classe sont occupées par des eaux usées et nauséeuses. Pour remédier à cette situation, le maire de la localité a convoqué une réunion d'urgence. La rencontre a vu la participation des différents directeurs d'école, inspecteurs, parents d'élèves et acteurs chargés des questions d'éducation de la commune. Sur le cas des écoles occupées par les eaux, le maire accuse l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Il y a une défection de la station de pompage de ONAS. Due à une coupure d'électricité, la machine ne fonctionne plus, il y a eu refoulement. Si on avait nettoyé hier et qu'il y ait coupure d'électricité aujourd'hui, mercredi, la situation allait se poser. Si on le fait aujourd'hui et que pendant la rentrée scolaire, pendant l'année scolaire, peut-être en janvier, qu'il y ait coupure d'électricité, les eaux vont envahir également l'école. Donc nous, ce que nous voulons proposer, c'est qu'on prenne les dispositions pour que quand il y a défection de leur appareil, qu'on n'envahisse pas, qu'on n'agresse pas notre école. Je demanderai à ONAS et par courrier officiel de prendre des dispositions normales pour parer à toute éventualité parce qu'on n'acceptera plus que cette eau usée provenant des maisons envahisse nos enfants dans les écoles. Et si ça se reproduit de la faute de ONAS, la commune portera plainte. Pour le président de la commission du cadre de vie de la mairie, Pékin Nord, toutes les mesures seront prises pour mettre les établissements scolaires dans des conditions idoines. Les dispositions, c'est ce que nous sommes en train justement de voir et de s'organiser. On a fait appel à toute la communauté pour voir ensemble les voies et moyens, parce que le maire est disponible pour mettre les moyens quand même pour engager ça. La directrice de l'école Jaksao Phase 2, elle soutient que pour l'heure, les inscriptions se font au ralenti. Nous sommes présents, tous les directeurs, nous sommes présents au niveau des écoles, mais les parents ne viennent pas. Peut-être pour les inscriptions, mais d'une manière timide quand même, d'une manière timide. La rentrée scolaire au Sénégal est prévue pour le 7 octobre prochain, date à laquelle de nombreux établissements risquent de ne pas pouvoir accueillir leurs élèves.
Astou Doucouré est tanneuse. Elle exerce cette activité depuis plus de 3 décennies dans ce quartier de Darussalam, commune de Guédiawaye, en lointaine banlieue dakaroise. Collecter, traiter et revendre les peaux de bêtes reste son activité de tous les jours. Ça fait plus de 40 ans qu'on est dans ce site. On tanne les peaux ici. Peaux de mouton, bœuf, chèvre. C'est ça seulement qu'on tanne ici. En ce lendemain de fête de Tabaski, les tanneuses reçoivent beaucoup de peaux de mouton, même si la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Il faut toute une chaîne de travail à la base pour arriver au résultat. Après la fête de la Tabaski, il y a beaucoup de peaux. Mais les peaux, ce ne sont pas valables parce qu'il n'y a que les peaux qui sont avec des trous. Mais les peaux de qualité, nous ne pouvons pas accéder aux peaux de qualité. Elles sont une centaine de femmes regroupées autour d'un GIE dénommé Nyak Djarinou qui assure leur gagne-pain grâce à cette activité et dans des conditions très difficiles, notamment des risques sanitaires et sécuritaires. Nous n'avons pas de sécurité. Les voleurs viennent prendre nos bottes, nos gants, les bassines qui sont là, ils prennent tout ou bien ils cassent tout. Nous n'avons aucune sécurité ici. Et je suis arrimé, c'est à cause de l'odeur des peaux qui me sont entraînants jusqu'à j'ai arrimé et ils montent jusqu'au poumon. Nous n'avons pas de matériel de protection et nous pouvons. Celui qui vient nous aider, il faut de première chose avoir des matériels de protection. L'implantation de cette activité à Darussalam n'est pas sans conséquences. Les populations sont exposées à l'insalubrité et aux odeurs pestilentielles. Ndaye Mbaye, la quarantaine, exprime son désarroi et sa souffrance face à cette situation. Vous avez vu les ordures près de chez nous? Nous sommes fatigués avec cette odeur nauséabonde. Depuis que nous sommes installés ici, ça va bientôt faire 7 ans. Nous avons même des cas de maladie avec cette insalubrité. Tous nos revenus sont presque consacrés à l'achat d'ordonnances. En plus, cette odeur n'est pas bonne pour nos cœurs. Nous souhaitons vraiment l'intervention des autorités pour régler cette situation. Comme pour dire que le malheur des uns fait le bonheur des autres, ici à Darussalam, tanner des peaux de bêtes est devenu l'activité principale de beaucoup de femmes. Un travail très risqué qui demande beaucoup de précautions. Ces braves dames l'ont compris et sollicitent l'appui des autorités municipales et étatiques pour la pérennité de cette activité dans des conditions plus acceptables. Le Sénégal remporte haut la main, ce qui pourrait être appelé le classico de ce tournoi. Le panier était largement à découvert pour Aya Traoré qui nous réalise un double-double avec 20 points. Le Sénégal, malgré un premier carton assez serré de 18 à 16, creuse quelque peu l'écart à la rentrée au vestiaire 31-26. Au retour du vestiaire, les Lions prennent le match à leur compte, tonifient leur défense et empêchent les Maliennes de scorer durant de longues minutes. Au finish, une revanche prise sur les Maliennes qui propulsent les filles en demi-finale. Le Sénégal s'impose avec la manière 58-37. Le général Gilbert Diendéré, auteur du coup d'État avorté du 17 septembre, s'est rendu jeudi aux autorités. Il se trouvait désormais dans un camp de gendarmerie de Ouagadougou. Il avait promis à maintes reprises qu'il se mettrait à la disposition de la justice. Il s'est rendu jeudi après-midi, sortant de lui-même de la résidence du non apostolique où il s'était réfugié mardi, peu avant l'attaque sur la caserne où il était retranché les derniers éléments de l'unité putschiste régiment de sécurité. Après 2 jours de négociations, Diendéré a accepté d'être conduit au camp de gendarmerie Paspanga, près du centre-ville. Ce très proche de l'ex-président Blaise Compaoré dépend désormais de la justice militaire qui sera en charge du dossier, a-t-on appris de sources judiciaires. Une autre figure du coup, le lieutenant-colonel Mamadou Bamba, qui avait lu les communiqués des putschistes à la télévision, s'est lui aussi rendu dans la matinée, tandis que la veille, 6 officiers ayant participé au coup de force avaient été arrêtés. Le général Diendéré avait pris les rênes du pouvoir au Burkina Faso le 17 septembre, au lendemain de la prise d'otage du président et des ministres de transition par le RSP. Il a rendu le pouvoir au président Michel Kafando le 23 septembre après le constat d'échec du putsch face à une forte mobilisation populaire dont la répression a fait 11 morts et 271 blessés selon le bilan officiel. Du côté du RSP, au moins 800 à 900 des 1300 hommes de cette unité d'élite avaient déjà rejoint leur nouvelle affectation jeudi après-midi selon une source de l'état-major.